So we try to engage the audience and the panel, Jessica and myself, during the next hour or so, talk about financing, talk about real financing, modeling financing, and how we can find actual support at the different level in country, in region, and globally. I think it's important to have the discussion in addition to all the technical discussion that we've seen during the week to see how can we actually fund it. I think since Monday, almost everybody in the room came to me and said, this is the real problem, Finn. This is what we have to tackle in advance before we actually can eliminate. So I think that is what we will try to highlight today. I just want to mention, as Greg from DNDi will as well, we have a new paper on elimination of hepatitis C, how to use different sort of financing. Utiliser différents types de systèmes et mécanismes pour financer dans la salle, et les autres, ils vont l'avoir de Greg ou de moi. Et je voulais ajouter cela, comme je l'ai dit lundi, que le fonds de l'hépatite, pour commencer, je vous invite tous de parler particulièrement l'équipe de pays qui seront dans cet événement. Et vous avez plus d'informations. Et ensuite, je te cède la parole, Jessica, si tu peux te présenter, et le panel aussi. Merci, Bin. Je suis Jessica, je travaille pour l'Alliance. Je suis et je suis très contente d'être avoir cette plénière avec vous. Aujourd'hui. Et le financement est vraiment la plus belle des barrières lorsque ça continue à être là. Les personnes qui vivent avec l'hépatite virale et pour continuer et être incapables d'accéder aux tests, au dépistage et au traitement si ne sont pas mises en œuvre des structures de financement adéquates. J'espère que les présentations qui seront fournies aujourd'hui vous inspireront à continuer à avancer dans le sens d'un financement adéquat pour permettre aux patients d'accéder. Je vais présenter notre premier intervenant aujourd'hui pour aborder le coût de la mise en œuvre de la stratégie globale de lutte contre l'hépatite. Merci beaucoup. Je vais seulement introduire le thème du coût de la stratégie autour de l'hépatite. Il y a ici des opportunités pour travailler avec le Fonds global, mais aussi des financements supplémentaires. Et techniquement, les priorités ont commencé en 2014. Est-ce qu'on pourrait présenter l'autre document, parce que celui-ci n'était pas censé intervenir maintenant. Alors, le contexte est, pour l'hépatite, nous avons un cas et un programme d'investissement particulier qui nous permet de mettre à l'échelle vers l'accès universel. Dans un cadre où nous avons 1,1 million de personnes qui décèdent annuellement de cette maladie. When we do the global investment case, we don't just look at the costs. It's not just looking at the costs without. Ne voyons pas uniquement le coût, la valeur de service, mais comment est-ce que nous pouvons le faire abordable et chercher à 2030. Le coût
de la mise en place de cette stratégie. Et aussi, il y a des cas de pays qui nous ont donné ce travail et l'appui que nous avons fait en Chine et les résultats que nous avons vus en Égypte, ce sont des pays qui doivent augmenter, mais aussi, ceci nous aide à augmenter les interventions. Lorsque vous voyez la simplification et le point de levier qui existe avec les ressources. Et pour nous demander si c'est faisable, les impacts sur les coûts. Et ceci nous dit aussi où nous en sommes maintenant et les différentes étapes qui sont faisables et pour augmenter et les échelles que nous devons suivre. Et les différents défis et les nombres, par exemple, de la dernière stratégie et la dernière, qu'est-ce qui doit être changé pour le faire abordable à 2030? Et là, je voudrais reconnaître toutes les régions qui sont participantes dans le coût, mais avec l'Imperial College de Bristol University. Alors ça, c'est la partie de base. C'est ce qui... Il y a 6 traitements clés pour les rendre dans l'accès global, mondial, pour réduire la mortalité et l'impact de la mortalité, l'incidence. Lorsque nous trouvons ce qui est faisable, dans la 90% de l'incidence, la réduction, cette mortalité est vraiment très importante. C'est un grand défi de pouvoir d'éliminer cela en 2030. Et c'était dans cette incidence de changer de comment est-ce que nous pouvons le faire abordable. Et ce qui suggère, en 2015, avec ces prix, ce n'était pas faisable. Il y avait une dynamique de marché qui était comparée avec VIH, avec l'hépatite C. C'est faisable. Ensuite, il y a eu une augmentation de 2020 à 2025 et nous allons bouger ensuite vers l'élimination. Ensuite, que nous avons eu beaucoup de problèmes pour la mise en place, pour achever cette innovation vers l'élimination de la transmission mère-l'enfant. Il y avait que ce soit une certaine sécurité au niveau de transfert du sang, et avec l'incidence du VIH, l'accès, la préparation vers 2030, les diagnostics, la réduction des prix, c'est comme un paquet standard et il y a eu beaucoup de réductions, mais qui augmentent aussi le système de santé de communauté et les ressources dont on a besoin pour faire l'effet de levier. Et lorsque nous voyons les chiffres maintenant en 2021, vous voyez dans le rapport global, ceci nous dit où nous sommes maintenant et comment est-ce que nous pouvons l'augmenter. Si vous voyez à gauche, dans l'hépatite B, le test et le traitement est par région et c'est plutôt par couverture. Nous devons atteindre 58 millions de personnes et la simplification devra augmenter. C'est un très large progrès de l'hépatite C, ce que nous pouvons voir par région. La région de l'Est du Méditerranéen, où nous en sommes dans le coût. Où est-ce que nous en sommes allés pour l'amélioration de cette stratégie pour 2030? Vous pouvez voir dans les lignes d'en haut, c'est une augmentation dans les diagnostics et le traitement dont on a besoin, mais les réductions dans le screening ou dans le dépistage pour réduire les coûts. Alors, nous devons gérer l'éligibilité et la simplification et continuer la politique de traitement au niveau des coûts dans les différents pays et étendre avec le Fonds global et avec l'OMS
Alors, lorsque nous avons parlé de là, nous avons augmenté la dernière fois. Ceci nous guide à un pic, un coût pour financer. C'est important. Le financement des pays est important, mais aussi un financement supplémentaire au niveau global. Pas au niveau de l'impact qui a descendu, mais au niveau du coût, du retour du coût aussi. Pour la stratégie, quelques points sur cela. L'hépatite B, ça coûte 6 milliards sur certains pays. Vous voyez dans l'augmentation au niveau de la partie verte, nous devons faire une simplification là, la rééducation des prix qui sont des opportunités pour le marché et augmenter lorsque nous présentons cela à la manufacture et d'avoir des marchés beaucoup plus grands, beaucoup plus larges, le diagnostic, les populations vulnérables, mais aussi les spécialistes et les travailleurs de la santé. Nous devons communiquer au ministère des Finances. Ce qui reste avec cela, c'est beaucoup d'innovation, c'est la simplification et le diagnostic, l'éligibilité, la remise en utilisant le personnel comme on l'a vu en Égypte, et à la fin, pour HPV, le progrès puisse avancer, que nous avons besoin de faire jusqu'à 2030. Ça, c'est par rapport au coût, mais aussi, nous recommandons cela de penser à la mise en place et à avoir un impact conjoint, ensemble. Et nous allons l'importance de garder l'augmentation qui doit avancer dans les grands pays, l'Inde, Indonésie, Chine, et ceux qui ont un revenu moyen. Dans certains pays, là, il y a beaucoup de données qui doivent changer et augmenter, ce qui demande beaucoup plus de simplification et d'innovation dans la mise en place. Et HBV et HCV, c'est abordable, mais ça continue doit être encore plus abordable. En 2025, nous devons vérifier les coûts, avoir d'autres partenaires, fonds globaux, fonds mondiaux, la Banque mondiale, mais aussi avec les spécialistes, ce qui peut réduire les coûts, mais c'est un des meilleurs investissements au niveau du retour. Quand on voit le cas de la Chine, c'était beaucoup plus réduit une fois qu'ils ont fait les traitements efficaces c'est vraiment avec une grande réduction. Et finalement, ceci demande des ressources supplémentaires. Il faut mobiliser avec des pays, mais régionalement, et je crois que les chiffres sont larges. Alors, nos buts pour atteindre tous ces gens en 2030, et je voudrais les impacts, c'est une charge très lourde pour les pays. Merci. Et il faut les augmenter. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Les chiffres sont, comme tu l'as dit, nous pouvons y arriver. Je crois que c'est un message très important, c'est faisable. Maintenant, je vais passer la parole à Susan McLean, le Fonds global. C'est un partenaire, le Fonds global. Et la stratégie, je voudrais inviter Suzy sur les investissements en hépatite. Et avant de passer la parole, je voudrais vous rappeler que vous pouvez poser vos questions sur le chat. Nous avons encore le temps à la fin de ce panel. Suzy ne pourra pas rester, alors nous pourrons prendre quelques questions immédiatement juste après sa présentation. Si vous avez des questions, de mettre ces questions-là sur le chat, s'il vous plaît. Merci, Jessica. Bonjour, collègues. Je m'appelle Suzy McLean.
Je travaille pour le Fonds global pour les... Et c'est génial d'être ici parmi vous. C'était une demande presque de dernière minute d'être là. Alors, quelques éléments clés que je voudrais mentionner. Malheureusement, je dois partir un peu plus tôt. Peut-être vous, le Fonds global, a une nouvelle stratégie pour les prochaines années. Pour décrire très particulièrement et donner un support à la stratégie d'aide globale ou d'aide mondiale, et l'hépatite, et les IST, pour nous aligner le plus possible. Mais le moment où nous en sommes maintenant, l'encre est encore humide. Et ce sont les priorités pour les HIV et pour les prochaines périodes stratégiques. Alors, je vous ai apporté quelques notes parce que je peux me référer à quelques directions au niveau de ce voyage, mais le travail et les flexibilités que nous cherchons pour avancer, et ils ont besoin d'une approbation finale. Et en dire quelques mots, parce que je ne voudrais pas signaler que faire une contribution à l'agenda de l'hépatite. Et nous parlons les restrictions que nous avons maintenant. Le Fonds global ne travaille pas directement avec bon, il fournit quelques fonds sur la prévention de l'hépatite C et pour les personnes qui font des drogues et à l'hépatite C au niveau des programmes de traitement et dans la remise de services dans la plateforme de comment est-ce que nous travaillons dans ces programmes. Le FMI, et c'est comme ça que ça fonctionne. Nous avons avancé quelques étapes au niveau de l'hépatite C dans le traitement. Ça, c'est un peu le background d'où nous venons. Ça, c'est un peu le contexte pour déterminer en ce moment à quel point plus loin nous pouvons y aller. Nous ne faisons pas le Fonds global. Et c'est le type de prévention. Nous avons 5% des fonds pour le VIH et nous en sommes un engagement pour améliorer la prévention de VIH, mais c'est seulement un exemple. Il y en a plusieurs. Pour mettre cela dans le contexte, alors dans lequel les ressources que nous avons qui sont précieuses, il y a beaucoup, bien sûr, nous voyons à quel point si loin nous pouvons aller avec l'hépatite. Dans cette réalité et les restrictions de ressources que nous avons. Il y a quelques opportunités, un des nouveaux changements et à la stratégie, et je me réfère à ce que j'ai dit avant sur que l'encre était encore humide. Alors, suivez-moi lorsque je suis mes notes. Il y a un engagement beaucoup plus large dans la nouvelle stratégie de renforcer ces systèmes de santé et les conditions relatives à la malaria, TBH et les comorbidités, y compris l'hépatite C. Et notre engagement, c'est beaucoup plus large et une approche beaucoup plus large pour investir dans les trois maladies. Et dans la nouvelle stratégie, nous voulons accélérer le changement des interventions de silos à d'autres modèles beaucoup plus intégrés. Et c'est une grande considération que je vois ici. Vous voyez aussi, c'est un des instruments que nous produisons pour avancer le VIH, le programme dans la nouvelle stratégie, c'est l'information sur VIH. Et nos partenaires techniques avec l'OMS participent très fortement dans ces programmes. Et la note de VIH qui arrive bientôt, nous encourageons les programmes nationaux et les applicants à considérer que
à ces considérations lorsqu'ils développent des nouvelles demandes pour le cycle qui commence l'année prochaine. Le temps est de le faire maintenant. Notre intérêt dans la vaccination pour l'hépatite B pour les populations visées et les populations prioritaires dans la population de VIH, par exemple, et inclure un paquet avec la violence sexuelle, par exemple. Nous notons que OMS, la vaccination, c'est un coût efficace au niveau pour les nouveau-nés, la vaccination de l'hépatite B. L'autre domaine, c'est l'hépatite virale, comme je l'ai mentionné. Nous avons déjà financé quelques programmes pour les gens avec VIH et nous voulons explorer le potentiel de pouvoir étendre l'accès aux services de santé dans une autre plateforme. Et ensuite, un autre domaine de flexibilité où nous voulons explorer, c'est l'élimination de la transmission verticale, et VIH, syphilis. Et ce sont des exemples que je considère dans lesquels il faut viser dans les services de la plateforme et qui comprend la communauté, les services, la plateforme de services pour VIH et étendre un peu plus l'impact de santé dans ces plateformes. Le Fonds global ne serait pas le faire de manière de hépatite C. Il faut étendre l'impact de VIH et prévention de VIH dans ces plateformes. C'est dans les domaines que nous signalons, c'est une approche beaucoup plus large. Le langage dans ce qui dit, il y a ce sont les domaines dans lesquels nous explorons maintenant. Et ensuite, le point final que je voudrais dire, ce qui suit quelques commentaires de Daniel, comme les pays applicants qui appliquent à des nouvelles ressources et prendre avantage des flexibilités et à quelle, dans cette nouvelle stratégie, dans la formation de VIH, un des impératifs serait de données beaucoup plus claires dans les cas d'investissement. Nous avons vu il y a des demandes pour cette période qui signalent les investissements pour l'hépatite C, mais pas très souvent, qui ne donnent pas nous avons besoin pour des informations beaucoup plus précises pour faire des cas, des investissements. Ça, c'est mon message principal pour les pays, pour que le Fonds global, qui sont intéressés de pouvoir étendre les investissements de l'hépatite C, et pour insister sur ces points, des données clés sur les populations, par exemple, combien de personnes sur VIH et ces informations qui sont importantes, et le cas de type d'investissement que nous allons faire. Et nous devons voir. Nous avons aussi besoin de voir des données sur l'investissement par rapport aux sources, si elles sont de type national ou de régime multilatéral, et le type de décision quant aux achats qui sont effectués. Je crois que c'est probablement tout ce que je pouvais partager à l'instant. Quelques points finaux. Il est nécessaire d'être le plus précis, le plus clair possible par rapport au fait que nous sommes en train de finaliser notre partenariat avec l'OMS. Comme point final, j'aimerais
fournir un exemple de l'ensemble de contraintes qui nous est appliqué en termes d'augmentation de l'amplitude du financement global dont nous sommes en charge, et c'est totalement compréhensible. Quelqu'un qui est fort impliqué dans les détails de l'approbation des différentes bourses ou des différentes subventions nous permet de mettre en évidence que cette année est une année de recharge pour le Fonds global qui concerne 18 milliards. J'aimerais mentionner que le succès en ce qui concerne cette recharge nous permettra d'étendre notre flexibilité autant que nous le pouvons et déterminera notre capacité à dépasser les limites dont nous sommes le jouet en termes de lutte contre l'hépatite. Donc, je réaffirme notre intérêt par rapport à l'investissement dans le domaine de l'hépatite, par rapport à des précisions sur les actions menées. Merci beaucoup. Un grand merci, Suzy. C'était fort pertinent d'entendre des informations à propos du Fonds global. J'ai eu l'occasion en 2007 de travailler avec le Fonds global. Ça a été un grand moment de frustration et de joie en relation avec la malaria dans notre pays. Mais ceci à part, il y a beaucoup de questions à votre adresse. J'espère que vous êtes prête, avec des abréviations dont je ne suis pas sûr de la signification. Je vais reprendre ça chronologiquement. Est-ce que nous avons la possibilité d'avoir un programme spécial vertical pour l'élimination de l'hépatite? Nous savons que on place toujours l'hépatite en tant qu'objectif du développement et maladie sexuellement transmissible, mais est-ce que ça fait partie des besoins programmables dans une approche verticale? Laissez-moi comprendre l'impératif par rapport à la perspective du Fonds global. Dans les contraintes des 3 maladies sexuellement transmissibles, effectivement, nous avons entendu le désir exprimé de l'intégration, une plus grande intégration verticale de l'approche de ces 3 maladies. Pour honorer la personne qui a posé une question de Anna Paula, est-ce que le Fonds global fournit des subventions pour la prévention de la transmission materno-infantile de l'hépatite? Oui. Nous avons inclus particulièrement des programmes envers la prévention de la transmission materno-infantile. Je ne sais pas exactement le degré auquel nous finançons la lutte contre l'hépatite B, mais je sais qu'effectivement, il y a une assignation dans le cas de ce type de transmission et nous voulons aller plus loin encore afin d'explorer plus de possibilités en termes de résultats de santé via la plateforme de lutte contre la transmission de la mère à l'enfant. Merci beaucoup. Une question de Michael, une longue question. Est-ce que les donneurs du GFATM ont pris en compte des cas globaux de financement liés à l'élimination de l'hépatite C, ce qui permettrait des réductions de coûts dans les interventions et un espace accru pour que les pays puissent faire usage des fonds du GSATM, ce qui permettrait aux pays de bénéficier d'une plus grande allocation budgétaire de la part des gouvernements. J'aimerais indiquer 2 choses. D'abord, comme je l'ai indiqué au début, je viens d'un fonds, un arrière-fond de réduction de l'impact du VIH
c'est mon parcours, mais ici, je suis présente pour parler au nom du Fonds global et en réalité, ça n'intègre pas cette mission de Janet Rios. Pour les pays qui disposent déjà de subventions, y a-t-il la possibilité d'ajouter un appui envers l'hépatite pour les pays qui ont déjà une subvention pour 2021? Par exemple, dans le domaine des tests. Oui, le financement du Fonds global qui finance les tests de l'hépatite C dans un certain nombre de pays, orientés vers la fourniture de services au niveau basique, en première ligne. Par rapport à ça, je dirais que ma réponse est que beaucoup de pays qui travaillent avec le Fonds global, l'équipe de consultation du Fonds global, ont reçu une réponse par rapport à la programmation de processus. Et en fait, nous découvrons qu'ils affichent des fonds qui n'ont pas été dépensés, de telle sorte que, en principe, oui, il y a la possibilité, à partir d'une reprogrammation de certains de ces fonds non dépensés, d'ajouter des interventions financières au-delà de ce qui a été prévu pour 2021. Dernière question de Dili. Les différentes hépatites devraient être abordées différemment du VIH en particulier. Un modèle financier vertical est la seule chose sur laquelle nous pouvons compter. Y a-t-il eu quelques progrès que ce soit au cours des dernières années pour une approche d'un fonds séparé, viable? En réalité, je ne sais pas. Je crois que, à nouveau, ceux qui nous rejoignent à partir de l'extérieur et ceux qui écoutent le processus du Fonds global savent que le système de gouvernance du Fonds global est robuste, dynamique, transparent et qu'il y a des lieux pour que le débat flue, mais le Global Fund ne réalise pas un engagement envers un financement séparé et spécifique de l'élimination de l'hépatite. C'est ce que j'avais indiqué auparavant. À partir du panel, je crois que l'occasion qui est offerte par le Fonds global est justement cette approche en diagonale, pas seulement ou pas essentiellement verticale, dans le fait d'établir les diagnostics, d'accéder aux populations. Si le Fonds global peut inclure les tests pour l'hépatite C et l'hépatite B, souvent, ça permet de réaliser des réductions de coûts dans les différents pays, des économies. Également, l'intervention autour de la transmission materno-infantile. Et un autre élément en termes de coûts qui m'inquiète, c'est le fait qu'apparemment sont budgétés des médicaments identiques par rapport à l'intervention dans le cas du VIH et de l'hépatite, alors que ceux dont nous avons besoin sur le terrain de l'hépatite sont un peu différents. Donc là, ce serait quelque chose à prendre en compte. Il existe d'autres sources de financement pour les différents pays, dans les pays où l'hépatite, et nous savons c'est le cas de beaucoup de pays, engendre des coûts élevés. Et c'est vraiment judicieux de mettre en branle cette approche en diagonale, cette plateforme diagonale, et que le Fonds global en fasse partie dans la mesure du possible. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions à partir de la salle? Un souci? Oui, bonjour Suzy, bonjour Juan. Heureuse de vous voir. J'ai transmis la question dans la boîte de chat de questions-réponses, mais peut-être était-il trop tard quand je l'ai fait. Comme vous avez mentionné que le Fonds global peut possiblement soutenir les interventions contre l'hépatite qui sont incluses dans la plateforme du VIH. C'est excellent. Et j'aimerais être sûr que le Vietnam bénéficiera de ça parce que
Nous avons pu bénéficier de financement dans le passé, de programmes préalables, et j'aimerais m'assurer de ça. Excellent. À partir de la plateforme du VIH, ma question est, qu'en est-il de la plateforme par rapport à la tuberculose? C'est une excellente question. C'est l'un des éléments par rapport auxquels je me trouve ici. À partir d'une perspective qui est la mienne, celle du VIH, j'étais en train de réfléchir à cet aspect de la tuberculose. Donc oui, formidable question et je crains de ne pas pouvoir vous fournir une réponse, mais je vais essayer de dégager des éléments à cet égard. Et j'aimerais penser que nous pourrons effectivement être consistants par rapport à ça, mais je ne peux pas encore vous fournir de garantie. Oui, ce serait difficile d'indiquer depuis le départ que ça s'appliquera. Le cadre défini pour le VIH s'appliquera de la même manière à la tuberculose, mais nous ne pouvons pas l'écarter. Je vérifie s'il y a l'une ou l'autre question supplémentaire. Apparemment pas. Ah oui, désolé, j'ai un engagement sous peu. Désolé de devoir vous quitter aussi rapidement. Merci beaucoup, Souci, d'être venu et une excellente après-midi pour vous. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant passer à la présentation de 3 pays et inviter tout d'abord le docteur Erkan Moussava de l'Institution de travail autour de l'hépatite au Pakistan, qui va évoquer les programmes ou l'approche de financement de la lutte contre l'hépatite et certaines particularités du pays. Merci beaucoup de nous fournir cette opportunité de nous exprimer autour de la situation de notre pays. Notre pays est le théâtre de la présence de l'hépatite C d'environ 600 000, via environ 600 000 patients d'hépatite C et aux alentours d'1 million de patients de l'hépatite B. Vous pouvez voir que en 2017, nous avons reçu uniquement 1 million de doses dans le cadre du budget, en l'occurrence $1 million qui avaient été budgétisés, ce qui ne nous permet pas d'atteindre de façon suffisante les malades existants. Donc, il n'était pas possible d'organiser un programme de dépistage à partir de ce budget. Et lorsque nous avons reçu une subvention de la fondation DA, destinée aux cliniques déjà à l'œuvre sur notre territoire, ces cliniques qui travaillent autant l'hépatite B que l'hépatite C ont pu établir un schéma des financements nécessaires, comme vous le voyez dans ce tableau. La prévalence principale dans notre pays n'est pas le VIH. Elle atteint des niveaux très faibles de 0,5, alors que les hépatites sont un problème plus prégnant. Nous estimons que dans notre pays, le prix du traitement est encore très, très élevé. Pour le traitement, les médicaments, l'ensemble des interventions doivent venir de leur propre poche, celle des patients.
Donc, l'idéal serait qu'il s'agisse de médicaments à prix beaucoup plus réduit. Voici les différentes étapes de passage du patient à l'intérieur du système de santé. Afin d'organiser des procédures de dépistage fréquentes. Des démarches ont été mises en œuvre. Voici notamment des informations sur la récolte de données à partir de l'enregistrement des patients. Non seulement dans le cas de l'hépatite, mais pour d'autres affections également. Nous avons organisé un protocole. Ici, on peut apercevoir quelques statistiques. Ça a été un processus fort long. Et l'autorisation de la création de la base de données a dû attendre assez longtemps. Ça c'est provenu du ministère qui devait émettre cette autorisation. Et le travail a commencé le 6 décembre 2019. Comme vous pouvez le voir, ce travail d'établissement des statistiques, il a pu avoir lieu pendant quelques mois et a dû s'interrompre en raison de la quarantaine du Covid-19. L'Institut de virologie a été fermé à l'occasion de la pandémie. Cependant, les résultats sont quand même positifs parce que nous avons pu reprendre le travail et recevoir des approbations et des évaluations positives sur la procédure en cours. Okay. When we finish our work, Lorsque nous avons terminé notre travail, nous avons mis en œuvre le test de 62 populations, 62 groupes qui ont été mis en relation avec des procédures de traitement et environ 50% des patients, après avoir reçu une explication des médecins, des omnipraticiens et des hépatologues, 50% a reçu un traitement que ces patients ont dû payer eux-mêmes en raison d'un prix des médicaments relativement acceptable. Nous avons poursuivi notre processus en 2021 dans le cadre d'une approche nationale de dépistage de 500 000 personnes environ dans 7 régions de la République d'Ouzbékistan. Nous en sommes à 200 000 à l'heure actuelle et d'ici à la fin de l'année, il serait atteint cet objectif de 500 000. Vous pouvez ici découvrir une résolution du président de notre République qui fait référence à l'amélioration des mesures afin de lutter contre la propagation de l'hépatite. Et ici, une ventilation
des différentes phases du programme associées au budget sollicité. Notre désir serait de tester 2 millions d'habitants. Et nous avons reçu 70 000 nouveaux cas de personnes affectées par l'hépatite. Ce qui transforme ce programme, un programme à double entrée, parce que très fréquemment, l'hépatite n'est pas la seule maladie impliquée. Voilà déjà 22 ans que un programme de vaccination à la naissance, des doses à la naissance, a été mis en œuvre dans le pays. Et maintenant, il inclut ce programme d'immunisation également l'ensemble des travailleurs du secteur de la santé. Non seulement pour l'hépatite, mais aussi pour le cancer du foie, au-delà de l'hépatite B et de l'hépatite C. Project at Tashkent, we receive 6 new patients with hepatocarcinoma per 100,000. Nous avons reçu 100 000 patients qui ont pu être dépistés dans le cadre de ce programme. Donc, le pays a mis en œuvre une approche de dépistage relativement bien organisée. Et organiser le travail dans le cadre de ce dépistage a été soutenu par les institutions correspondantes. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Y aurait-il des questions? Si les questions veulent être adressées au docteur Moussabaev, je proposerais qu'elles soient récoltées à la fin de cette session. Donc, c'était effectivement une présentation d'un programme catalytique fort impressionnant. Et nous allons maintenant en venir à la prochaine présentation autour du financement d'un programme étatique de lutte contre l'hépatite par Ahmed Yohai Ahmed, le commissaire présidentiel. Okay, so good afternoon, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Dr Ibrahim et je parle nous voulons montrer votre appui et de cette conférence avec l'OMS et la WHO pour faire ce sommet, rendre ce sommet possible. Nous nous situons au centre du Nigeria. La situation de l'hépatite sont très élevées. Dans les États que vous voyez indiqués, nous avons un taux beaucoup plus élevé, et dans le
Et 30 000 patients vivent avec des patients dans ces zones. Nous avons essayé différentes stratégies, différentes méthodologies. Et lorsque nous parlons pour faire le diagnostic, nous devons deux situations différentes et nous avons des installations qui nous permettent de rendre au début, la charge n'était pas connue de tout le monde parce que c'était une connaissance assez limitée et seulement quelques personnes venaient ou allaient suivre les taux de traitement qui étaient assez élevés. Les installations n'avaient pas les équipements qui ne faisaient pas. Et comment est-ce que tout ceci, c'était un coût assez élevé parce que le gouvernement n'était pas impliqué et les patients devaient payer et avoir accès à ce système de santé et ces fonds n'étaient pas disponibles. Ceci nous a entraînés à avoir une limitation au niveau des patients qui ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Et il y avait très peu de possibilités d'avoir un diagnostic qui se trouvait à 600 km au-delà avec des prix très, très élevés. En 2016, avec le partenariat avec CHAI, avec CHAI, nous pouvons améliorer le soin dans les États cités. Comment est-ce que nous pouvons augmenter l'identification des cas? Nous avons commencé avec ce projet avec le fournisseur, une initiative par un fournisseur particulier et nous avons trouvé une opportunité pour faire le dépistage et diminuer ou baisser le nombre de personnes. L'étape suivante, c'était prendre conscience pour faire le dépistage. Comment est-ce que nous allons faire ça? Nous avons intégré ensuite HCW avec les personnes qui font la tuberculose. Nous avons optimisé ces ressources pour le conseil sur l'hépatite C. C'était la première étape globalement. Nous avons donné beaucoup plus de résultats sur les différentes évaluations, mais nous avons construit la capacité. Nous avons eu beaucoup de gastro-entérologues qui ont participé et qui voulaient Nous avons dû faire des tâches combinées en faisant les diagnostics d'autres sur lesquels ils ne sont pas spécialistes, en faisant des diagnostics sur lesquels ils n'étaient pas spécialistes. Et avec tout cela, nous avons pu avoir un système et d'avoir des installations qui peuvent donner leur. Avec tous ces fonds, nous avons l'opportunité. Nous avons d'augmenter les nombres de cette maladie. Et ça, c'est où nous avons pu négocier et avoir des garanties au niveau de haut volume. Et le point de négociation pour nous était de casser les prix de traitement. Et en utilisant cela, nous avons pu réduire les coûts très, très peu dans ce projet, de $350 par mois à $85 par mois. Et avec les systèmes mis en place, nous avons pu suivre les différentes et augmenter ou avoir un effet de levier et avoir cet accès à cette initiative pour ce marché. En décembre 2019,
8340 personnes avaient été dépistées, 5400 confirmées et 1205 personnes avaient commencé le traitement de HCV. Avec l'aide du gouvernement, guidé par nous pouvons faire plus avec d'autres communes pour l'élimination, un plan d'élimination. Et le plan d'élimination était entre 2020 et 2025. Et c'était 5 ans en visant 2030. Et le plan, c'était de identifier et mettre en place les fonds, au moins 1000 patients qui vivent avec cette maladie de manière chronique. Et comment est-ce que nous pouvons achever cela? En faisant le plus. Bien sûr, il faut guérir tout le monde, analyser de manière attentive et avoir d'autres mesures et prévenir les différentes avec le cadre général que nous avons établi en utilisant pour trouver de nouvelles opportunités de financement et trouver un modèle qui va conduire à avoir une chaîne d'approvisionnement qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus simple et nous assurer que nous allons éliminer les nouveaux cas qui vont arriver ou que nous allons traiter plutôt les nouveaux cas. Avec cette stratégie et les ressources, nous pouvons assurer les différentes données et achever d'avoir de meilleurs prix. Et nous avons intégré l'hépatite C dans le HIV, VIH, pardon, et TB, la tuberculose. Et c'était très content d'entendre que les présentations pour les nouvelles plateformes et qui sont disponibles pour les programmes. Parce que nous avons fait beaucoup de ça et parce que nous avons fait, c'est un fruit qui pend un peu bas et qui pourrait éventuellement tomber et donner d'autres signes. Nous avons fait une ligne de temps en 2020, même si on avait fait ce plan avant la COVID. Dans la première partie de 2020, nous avons reçu les kits et nous avons installé cela dans 10 cliniques. Nous avons commencé qui étaient co-infectés avec le VIH pour obtenir l'élimination. Et lorsque nous avons vu, et nous allons commencer à augmenter la taille de ce type de dépistage avec la volonté politique, avec certains fonds du gouvernement initialement, et cette activité, nous n'avions pas suffisamment de ressources. Et les fonds qui sont, et nous avons pu faire un effet de levier avec un partenariat avec différents programmes. Et nous avons fait des gens qui nous ont donné un accompagnement et le partenariat qui était et des tests et bien sûr l'Assemblée mondiale de santé et les activités dans lesquelles, mais le gouvernement avoir la ligne de budgétaire et nous savons que ce n'est pas suffisant et tout pour couvrir tous nos besoins. Alors d'avoir plus de fonds. Et dernièrement, il serait bon pour le Fonds mondial, comme Suzy l'a dit, d'avoir autres opportunités dans le lien, établir le lien entre l'hépatite C, VIH et tuberculose dans les États. En conclusion, je voudrais dire que ce que nous voulons, c'est la micro-élimination en vivant avec le VIH dans les 4 cliniques et l'augmenter aux 4 cliniques, l'étendre aux 4 cliniques qui existent. Mais nous cherchons aussi à comment augmenter
Le HBV, la dose qui est donnée à la naissance et que vous pouvez prévenir par la vaccination pour prévenir l'apparition de la maladie. Et nous voulons, avec le sommet mondial de l'hépatite à Genève, pour identifier les différentes opportunités et le partenariat, et comment est-ce que nous pouvons pousser les résultats vers la ligne finale. Alors, je vous remercie de cette opportunité et je vous recède la parole. C'est très bien de voir comment est-ce que vous avez vu cette approche d'identifier et comment est-ce que vous pouvez réduire les coûts en ayant une ligne budgétaire de l'État et un plan d'élimination. Alors, si vous avez des questions, mettre sur le chat, nous allons passer à notre prochaine présentation et nous allons avoir l'espace de questions à la fin. Et elle va nous parler les étapes qui ont suivi pour les opportunités et les difficultés auxquelles ils ont fait face. Et je cède la parole à Sarah Abdullah du ministère de la Santé du Soudan. Bonjour à tous. Et je suis partager mon information dans cette plateforme pour identifier les participations et les réussites auxquelles nous sommes arrivés jusque-là. Le Soudan a développé un secteur, une stratégie à partir de 2019, une stratégie de 7 ans jusqu'à 2025. Avec le coût de la stratégie, c'est le besoin pour le plan. Comment est-ce que nous pouvons financer ces grands chiffres en 4 ans? C'est assez défiant et particulièrement. Mais je vais vous présenter comment est-ce que nous avons vu ces opportunités et qu'est-ce que nous allons faire exactement pour donner notre support au programme vers 2025. Je vais vous partager mon écran maintenant. Je vais vous donner d'abord sur l'épidémie de l'hépatite. La prévalence au Soudan est autour de 10% et nous espérons avoir 2 millions de gens infectés avec cette. Il y a 600 000 sont touchés par l'hépatite C. Alors, le pays représente 6% de revenus et c'est ce qui est cher. 20% reste sont dans le 5% vers les compagnies privées et les compagnies d'assurance et la contribution de système représente 7% seulement du total et c'était 35% du gouvernement et c'était beaucoup plus dans le système de santé qui est financé dans notre situation et c'est 2% du total de dépenses de santé. Excusez-moi, voilà. Le financement pour que ce soit durable, ça fait partie du plan stratégie. Il est financé par les différents mécanismes, y compris les impôts et tous les mécanismes. Ceci comprend la TB, VIH et le contrôle et d'autres donneurs de fonds, des programmes de santé. Et le meilleur, le plus grand bailleur de fonds, c'est le Gavi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'appui du gouvernement pour l'hépatite, pour les interventions sur et les cas chroniques
ne sont pas prises en compte par les services de santé et les différents patients. Et ceci est financé inévitablement par une expérience qui est limitée. 46,5% vivent en réponse pour cela, le ministre de la Santé, l'OMS et la Banque mondiale nous ont endossé les ministères directeurs. Pardon, j'ai perdu le son, je m'excuse. Et c'est une stratégie qui avait été développée de 2017 à 2020. Et c'est la principale source de financement. Excusez-nous. Sorry, a national health account for hepatitis is planned to be added to malaria and TB. On va rajouter ce plan de l'hépatite à la malaria avec l'inclusion de l'hépatite virale, le paquet a été fait en 2022, un total de 22 services, y compris la possibilité de mise en place de 20 dans le premier tour. Pour les bailleurs de fonds, nous avons un très peu de bailleurs de fonds. Il n'y a pas à part le Gavi, dans le programme de vaccination. Et nous avons d'autres. Il faut coûter ou réduire les coûts avec le VIH et l'expansion de VHC et le programme. Définitivement, nous voulons dessiner un plan dans l'intégration de services dans les programmes qui existent actuellement. Et ici, comme vous pouvez le voir, la première, le système d'une réponse intégrale et coordonnée pour la réponse à l'hépatite et avoir cet appui de la part du gouvernement et d'être propriétaire du gouvernement, du programme. Et c'est ce qui veut être donné un appui par le gouvernement et renforcer le système de santé et pour assurer la protection de la population visée, nous devons lutter à partir d'un système de vaccination et un cas d'investissement pour Gavi pour nous donner un appui pour cela et pour assurer la sécurité des injections et des transfusions sanguines dans le système de santé, dans la prévention de la transmission mère-enfant et le changement des femmes enceintes. Et nous voyons cela avec le Fonds mondial. Et comme on l'a dit, c'était un fruit qui pend assez bas. Et comme la protection pour cela et le donneur pour cela, c'est le diagnostic et le traitement. Et ceci vient accompagné par le HIF et par le service pour d'autres services. Et comme une leçon apprise d'autres programmes, l'hépatite n'est pas un programme, il doit être assigné comme un programme principal et nous allons faire face aux différents défis et avoir un impact. Lorsque vous établissez un système d'assistance, le plus important, c'est qu'il soit durable dans le temps et c'est quelque chose que vous allez avoir et avoir beaucoup plus de bénéfices. Je crois que c'est ma dernière diapositive. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous recède la parole. Excusez-moi.
Veuillez m'excuser, les défis auxquels nous faisons face, c'est l'instabilité politique qui touche le programme de financement. Depuis 2019, nous avons une politique assez instable et ceci va les bénéfices de cette stratégie. Et lorsque nous allons avoir les fonds mondiaux, le fonds mondial, merci beaucoup. Merci. Ceci nous donne un point. Nous devons voir différentes sources, différents éléments financés dans le programme. Nous allons commencer à notre prochain présentateur. Une approche différente, c'était une entreprise sociale pour le financement. Ed Bouty. Notre prochain intervenant est Ed Bouty de l'initiative sociale Reach 52, ou Accession ou Atteinte 52, qui est une entreprise sociale qui se focalise sur l'accès aux services de santé dans des zones rurales et éloignées des centres-villes, à partir d'un modèle qui utilise un instrument en ligne. Pourquoi le nom Reach 52? Parce que 52% de la population mondiale n'a pas accès aux services de santé à l'heure actuelle, et notre objectif est d'atteindre ces 52%. Les pharmacies, les cliniques, les modèles de santé à distance ne fonctionnent pas pour environ la moitié de la planète. Il nous a donc semblé important de créer une opportunité, autant pour des commerces que pour l'impact social destiné à des communautés qui n'ont pas jusqu'ici une grande ouverture à ces services. Comme on le voit dans cette diapositive, notre approche consiste à entraîner, à former des agents, c'est comme ça que nous les nommons, à l'usage de notre plateforme en ligne. Au sein de chaque communauté, nous les entraînons, nous leur montrons comment utiliser la plateforme et ils l'emploient pour d'abord récolter des données sur les maladies qui existent dans leur communauté, sur l'accès aux services éventuels, etc. À partir de là, nous alimentons nos processus qui permettent de mettre en contact les membres de la communauté à des services de dépistage, ainsi qu'aux médicaments ou aux services de traitement qui peuvent être adaptés et les référer éventuellement à des médecins. Donc voilà le schéma. Des zones qui ont peu d'accès, utilisation de la plateforme technologique, déterminer à partir des données disponibles les situations de maladie, de vulnérabilité de santé, et ensuite leur fournir un accès aux services. Nous travaillons à l'heure actuelle dans 5 pays. Nous avons commencé aux Philippines, ensuite au Cambodge, en Inde, en Indonésie et en dernier lieu au Kenya. Nous avons environ 8500 agents sur le terrain et des partenaires autant d'ordre commercial que sans but lucratif. Je vous montre une petite diapositive à propos de la technologie, qui est donc une application qui essaie de pouvoir fonctionner hors Internet et avec le moins de données nécessaires. Comme vous voyez, donc les habitants ou les membres des communautés s'enregistrent et ils ont accès ainsi aux campagnes de santé par rapport à certaines maladies. La plateforme est accessible via un ordinateur également. Ici, du côté droit, sont mentionnés nos partenaires de type commercial auxquels nous fournissons des données pour qu'ils puissent accéder eux-mêmes à des segments des marchés qui les intéressent. Et nous leur fournissons des instruments de gestion des données qui permettent de mettre en connexion les usagers ou les clients et leurs propres services. Ça fonctionne autant via Android que dans un navigateur. Alors, quelles sont les voies de financement? Voici nos partenaires. D'abord, un certain nombre d'associations qui travaillent dans le secteur de la santé, des organisations ou des institutions gouvernementales, des initiatives qui travaillent dans le domaine des services financiers et de paiement,
des entreprises pharmaceutiques ainsi que de produits de consommation courante et rapide, et des entreprises qui ont mis sur pied des instruments de diagnostic et de traitement en ligne, de télémédecine, en dernier lieu. Alors, beaucoup de notre financement provient d'entreprises commerciales qui financent la recherche, l'éducation, la formation des agents, des campagnes de sensibilisation et de dépistage, la mise en relation avec les médecins traitants et l'accès aux produits. Nous essayons de mettre en œuvre une approche vraiment intégrée qui inclut ces entreprises commerciales pour avoir accès aux 52% de la population qui ne sont pas couverts. Dans le cas de l'hépatite B, aux Philippines, où nous avons commencé notre labeur, c'est toujours une maladie de grand impact. Et nous avons mis sur pied une solution avec l'entreprise Gilead. Tout d'abord, en découvrant quelles personnes sont en risque, en développant une campagne de dépistage pour les mettre en relation ensuite avec des traitements. Et nous nous sommes rendus compte que 22% des personnes qui ont été impliquées dans le programme ont été dépistées et 8,7% d'entre eux se sont avérés positifs. Donc, à nouveau, le schéma, entraînement des agents, détection des personnes affectées, ensuite traitement. Comment sommes-nous financés? D'abord, nous avons compté sur un certain nombre d'apports gratuits. Nous comptons beaucoup sur ça, que ce soit des étudiants, des internes, des entreprises qui parfois nous fournissent une technologie sans nous demander de financement en échange, ce qui nous permet de maintenir les coûts bas. Puis les entreprises, comme ça a été dit, qui nous fournissent un appui financier pour pouvoir avoir accès à leur marché. La partie de copaiement, c'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, quand les patients ont des revenus suffisants, ou en tout cas un minimum de capacité de paiement, nous les sollicitons. Et puis les gouvernements, en quatrième lieu, qui nous permettent par exemple de payer des kits de tests supplémentaires, etc. Et en dernier lieu, quelques subventions par rapport à certaines maladies en particulier. Donc, notre objectif, c'est vraiment, notre approche, de maintenir les coûts les plus bas possibles et de faire en sorte que tous les intervenants dans cette chaîne de la santé soient conscients qu'ils devraient, à un moment ou à un autre, quand même, assumer une partie des coûts pour toutes nos campagnes qui concernent les différents domaines, de la vaccination jusqu'au dépistage, jusqu'au traitement. Alors, qu'avons-nous appris? D'abord qu'il est crucial de mettre en avant des objectifs transparents, que les partenaires qui s'intègrent nous aident à atteindre nos objectifs. Ensuite, que la question de l'échelle est très importante. Nous commençons petit, mais il est important dès le début d'avoir une planification qui nous permette de nous mettre à l'échelle, d'augmenter notre échelle. Rien ne s'obtient, un troisième enseignement, en une année. Il faut vraiment avoir en tête des horizons temporels plus élevés, plus longs que ça. Le quatrième point, c'est que les patients payent, en tout cas, comme nous disons, pas les plus pauvres des plus pauvres, mais quand même ceux qui ont un minimum de capacité en la matière. Et puis, essayer d'impliquer le secteur privé, par exemple, non seulement les entreprises pharmaceutiques, mais aussi les entreprises de distribution, de chaînes d'approvisionnement, les assurances, ce genre d'entreprises. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis disposé à répondre à toutes les questions. Merci, Ed. C'est fort intéressant de voir ce que Reach 52 a réussi à réaliser, de voir un type de modèle de financement un peu différent, ainsi que l'obtention des données, qui est une grande partie de l'activité que vous réalisez. Nous avons déjà deux membres du panel qui ont mentionné la fondation CD. J'aimerais accueillir maintenant un membre de cette organisation, Hamir Rasavi, qui va partager des considérations par rapport à cette organisation. Je suis très honoré de pouvoir participer à cette très importante session. La fondation CD est une initiative sans but lucratif qui a été lancée en 2011. Et en 2015, nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions pas éliminer l'hépatite sans les financements adéquats. Nous avons une réunion au Portugal avec les principales parties prenantes dans ce processus. Et la question
des prix et des coûts est intervenu à l'avant-plan. Et nous avons formé un fonds qui a permis de mettre sur pied des mécanismes d'obtention des intrants nécessaires pour faire baisser les prix. Auparavant, nous obtenions par exemple des tests pour 5 tests pour $3 et désormais pour $5, nous avons accès à 10 d'entre eux. Au départ, nous étions assez forts dans le brouillard par rapport à toutes ces questions de financement. Ce n'est pas une question seulement de prix, mais il est nécessaire d'obtenir des financements, des lignes de financement qui soient soutenables dans le temps. Voici des indications par rapport à nos programmes globaux. Il est très important de garder à l'esprit que malgré les énormes progrès effectués dans presque tous les pays, en particulier en relation avec des populations spécifiques, il y a seulement 14 pays qui, pour l'hépatite C, sont vraiment sur la piste de la réalisation de l'objectif d'élimination. Il est important de prendre en compte que tous les pays, sauf l'Égypte et la Géorgie, ont encore un tronçon assez important de ce cheminement à effectuer. Si nous regardons globalement, il est crucial de voir quel type de programmes sont à l'œuvre. La considération clé, bon, je ne suis pas un médecin, mais j'ai une vision de ces différents segments. C'est la question de la négociation des prix. On peut obtenir des prix très décents et dans la grande majorité des cas, ça procède d'études sur l'impact sur les revenus des populations bénéficiaires. Ce que nous avons vu, c'est que dans certains pays, les prix ont été négociés et ils ont obtenu également l'obtention, enfin le financement de campagnes de dépistage gratuites, notamment en Grande-Bretagne et en Nouvelle-Zélande. Dans des pays comme l'Espagne et le Portugal, a été mis en place un système de prix par catégorie selon les revenus des patients. Et puis, dans le cas de pays comme l'Australie ou la Louisiane, l'État américain ou à Washington, il y a un coût forfaitaire pour tout le monde identique qui est fixé annuellement. Donc ça, nous le voyons, des pays qu'on considère comme étant de revenus plus hauts, le segment haut des revenus. Maintenant, si on parle de pays à revenus bas et moyens, intermédiaires, il y a deux catégories. Les pays qui n'ont pas accès et les pays avec un accès. Il y a 22 pays dans la catégorie de ceux qui ont accès, qui disposent d'un accès aux produits génériques. Ça nous a demandé assez longtemps de découvrir quels étaient ces pays qui ont accès aux médicaments génériques. Vous pouvez trouver l'information sur notre site Internet. Ouais, voilà une partie de la liste. Si vous êtes un pays qui n'a pas accès, comme le Brésil, la Roumanie, la Turquie, vous pouvez obtenir des prix négociés, toujours dans la catégorie des pays de revenus faibles ou intermédiaires. Et souvent, leurs démarches ont tenté de s'inspirer de celles des pays à haut revenu. Nous avons le cas du Mexique qui a obtenu une limitation des prix. C'est comme un mélange, comme une combinaison entre la formule de prix forfaitaire fixée par an et celle de l'accès gratuit au dépistage à partir d'un certain nombre de patients. Au Mexique, quiconque est traité, y compris des citoyens américains, des personnes d'Amérique centrale, donc des gens qui ne sont pas non seulement résidents, mais ressortissants du Mexique lui-même et qui ne doivent pas payer pour leur dépistage, par exemple. L'effort principal d'élimination globale porte sur ces pays qui ont accès au générique, des pays comme l'Égypte, qui est reconnu internationalement pour sa réussite en la matière, dans le sens de l'élimination. Également le Pakistan, l'Inde ou le Bangladesh.
où les médicaments génériques sont distribués à la population. Donc, on voit que le prix n'est pas la barrière principale, c'est plus l'accès au financement qui peut la constituer. Des pays dans lesquels les prix ont été négociés sont le Rwanda, la Mongolie ou le Kazakhstan. Mais en réalité, dans la plupart des pays, en particulier ceux d'Afrique, les prix n'ont pas été négociés. Ça, c'est la grande déconnexion entre un certain nombre de pays, par exemple, qui voient des prix de $60 pour un traitement, et d'autres pays dans lesquels les prix sont beaucoup plus élevés et sont ceux du marché. Dans le cas de l'hépatite B, n'importe quel pays peut obtenir des prix à moins de $3, alors que beaucoup de pays avec accès au générique paient $50 par mois. Donc là, il y a aussi un phénomène de déphasage. Alors, par rapport au processus de décision, on doit toujours prendre en compte les différentes options. L'importance des donations en termes de financement est évidemment tout à fait majeure. Voyons ici la première catégorie qui est celle des donations, justement, avec l'exigence pour les organisations d'être enregistrées, qu'il n'y ait pas de taxe à l'importation appliquée, les 4 éléments qui sont visibles là, des étiquettes sur les produits et que ce soit gratuit pour les patients. Pour le Fonds global, pour PEPFAR, pour ce genre d'organisation, peu importe qui finance, ils vont toujours demander un enregistrement de l'organisation qui va assumer le dépistage ou les soins. Ça peut être un gros problème en ce qui concerne les donations. Il est incroyablement difficile de donner des médicaments gratuits au pays. L'Égypte est passée par là parce qu'elle a traité 3 millions de ses citoyens. En Afrique, si un fonds veut donner des médicaments, l'organisation réceptrice doit obtenir une exemption de taxes. Et sans enregistrement, pourrait exister une monopolisation sur certains marchés, donc ces situations, ces cas sont exclus. Il est important qu'il n'y ait pas donc de taxes à l'importation. Il doit y avoir une étiquette sur chaque produit en anglais ou en français, selon le cas. Pour la tuberculose, pour la malaria, tout ce qui provient de donations est plus facile. Lorsque le gouvernement intervient en termes de financement, c'est un peu différent parce qu'on a à nouveau l'obligation d'enregistrement et l'absence d'importation, de taxe d'importation, mais l'étiquette ne doit pas nécessairement être spécifique au pays. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Donc là, il n'y a pas cette obligation de mettre en place l'étiquette spécifique. Un autre élément, c'est que les intervenants nationaux doivent être enregistrés dans le pays légalement et ne peuvent pas passer par un achat groupé ou une procédure groupée auprès des Nations Unies, etc. Par exemple, si vous êtes un pays en Afrique, vous devez entreprendre vos démarches à titre personnel, si on peut dire, donc le pays comme tel, pour avoir accès à des prix négociés. Alors, ce sont des schémas où normalement les patients reçoivent gratuitement ou avec un copaiement les médicaments en question, les traitements. Et il est assez fréquent, malheureusement, que les produits en question soient indisponibles, qu'il y ait des ruptures de stock, en particulier maintenant avec les problèmes de chaîne d'approvisionnement au niveau mondial. Le patient, maintenant lui-même, là aussi doit être enregistré. À nouveau, la question des taxes d'importation qui, cette fois-ci, peuvent s'appliquer. Si c'est le patient lui-même qui paie pour les médicaments et les diagnostics, là, on a application des taxes à l'importation.
Et ce que nous avons vu dans les pays africains ou du sud-est asiatique, c'est souvent 35 $ pour des traitements qui pourraient être obtenus à un prix inférieur. Dans la réalité, très fréquemment, il s'agit de financement combiné, de financement mélangé. On peut en réalité acheter le paquet de médicaments pour aux alentours de 55 $ par an. Et nous savons qu'une grosse partie, un gros segment de la population de la plupart des pays n'est pas capable de payer ces sommes. Si vous êtes un adulte en bonne santé et on vous invite à être testé, être dépisté, il serait compliqué que vous accédiez si on vous demande de payer une somme qui n'est pas dans vos capacités ou même une somme relativement modérée. C'est pour ça qu'il est important que les dépistages soient gratuits. On voit ici les niveaux qui s'appliquent à l'hépatite B en dollars pour les différentes phases du dépistage ou du traitement. Et du côté droit, dans le cas de l'hépatite C. L'idée ici est que les organisations paient les diagnostics et les traitements après avoir négocié avec les fabricants, les producteurs, et que ça nous permette de fournir ces tests gratuitement aux patients, sauf dans le cas de 20% de la population, c'est-à-dire 80% de la population devrait, dans le cas du traitement, intervenir dans le paiement, alors que 20% le reçoit gratuitement. Donc vraiment la population qui n'a sous aucun angle la possibilité de payer les traitements impliqués. Malheureusement, il y a quelques phénomènes dont nous nous sommes rendus compte. Par exemple, des patients qui, malgré le fait qu'ils sont impliqués ou inclus dans le programme, paient aussi d'autres médicaments. Normalement, il est question ici d'un accord exclusif avec le gouvernement. Par exemple, dans le cas du gouvernement néo-zélandais, qui fournit, si je ne me trompe, le dépistage gratuit. Comme au Mexique, là, c'est un accord avec Gilead. C'est toujours possible qu'il y ait un accord avec les entreprises directement, mais ça doit quand même passer par une autorisation du gouvernement. Donc, nous disons toujours, essayons toujours d'obtenir des donations, même si, en fin de compte, les patients, dans une certaine mesure, devront participer au paiement. Nous sommes maintenant vraiment orientés vers les processus d'enregistrement, d'accompagnement à l'enregistrement. Et c'est quelque chose que nous avons entendu, par exemple, au Nigeria, le fait que le gouvernement a pu être informé des possibilités d'accès au traitement à des prix réellement beaucoup plus faibles que ce qui était pratiqué auparavant. Un grand merci. Je réponds à toutes les questions qui pourraient apparaître. Thanks, Homi. I think I learn something new every time I talk to you. So now to our final speaker, we will be joined by Greg. Nous allons continuer avec DNDA sur la combinaison de financement pour l'élimination de l'hépatite. Merci beaucoup. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, non seulement parler sur la combinaison de financement, mais une opportunité majeure pour l'hépatite C, le secteur et nous, en tant que communauté, nous utilisons. Mais aujourd'hui, nous avons vu beaucoup d'exemples sur comment l'exemple d'Ouzbékistan que nous avons entendu. Alors, je vais
je vais voir sur ce document que nous avons travaillé et nous avons vu des cas d'affaires avec des financements qui ont été déjà mis en place dans des pays comme le Géorgie, Ouzbékistan, Mongolie, pour souligner les exemples que nous avons, desquels nous avons à apprendre et dupliquer ou répliquer. Nous sommes assis, nous sommes à Genève où nous voyons le financement avec des SDG pour la santé. Et je crois qu'il y a encore une déconnexion, non seulement avec la communauté de l'hépatite et dans cette communauté, d'un financement durable. Et nous avons essayé, quelques semaines, nous étions à Davos pour présenter ces thèmes pour les audiences qui fréquentent ces lieux. Et il y a encore un nouveau dialogue avec les investisseurs qui ont un impact, avec les organisations qui financent, mais des instruments, des vraies opportunités pour pouvoir investir, avoir des concessions et avoir des résultats au niveau de la santé. Mais pour moi, la combinaison de financement, c'est une opportunité énorme parce qu'il faut montrer au secteur privé que ça fonctionne. Et la définition générale que j'utiliserai pour c'est un effet de levier et développer le financement pour créer un marché que le secteur privé ne serait pas attiré, mais ça va mitiger les risques d'aligner le secteur privé et le secteur public pour l'élimination de l'hépatite C dans notre cas, mais aussi va mitiger le fait de pouvoir profiter de ces ou qui sont en charge dans nos conditions, dans l'agenda. Et je crois que le financement pourrait connaître un grand succès comme une stratégie parce qu'il doit connaître un système pour l'hépatite C, pour l'élimination dans des pays. Et le but, c'est pouvoir générer un développement de résultats. Comme ça, le gouvernement sera complètement ressourcé dans ce programme. Alors, ce que nous voyons ici, nous avons vu au Cambodge et nous avons parlé au gouvernement avec quelques parties prenantes locales. Nous avons utilisé des données, par exemple par Chai, avec l'élimination nationale et la brèche pour les zones d'élimination. Vous voyez, par exemple, une brèche de 60 millions à 2030 pour l'élimination de l'hépatite C. Cependant, avec les données, nous nous sommes rendus compte, si nous pouvions investir avec un instrument duquel je parlerai dans un instant, à 2030, vous pourrez épargner 140 millions. Le développement et le secteur privé de travailler ensemble pour faire cela. Et nous atterrissons maintenant. Nous avons une discussion autour de l'impact qui pourrait aider à aligner tout le monde autour du résultat et attirer des investisseurs privés parce qu'ils vont fournir le capital sur les 60 millions et le gouvernement avec quelques développements, avec quelques subventions, pourrait payer une partie de ces fonds dans le temps. Et le gouvernement paierait les fournisseurs de santé pour les traitements et le soin de l'hépatite C. Et ce que nous voyons, comment est-ce que nous pouvons voir ceci, 60 millions de dollars, ce qui était assez élevé, et le séparer par différents morceaux et qui pourraient être pris par différents secteurs. Vous avez dans des juniors, des seniors qui pourraient être séparés de cette manière-là. Et d'autres, ce qui ont dit, et je crois que les plateformes que nous avons entendues aujourd'hui sont très sympathiques, très intéressantes. C'est un mécanisme de financement combiné qui pourrait avoir le secteur privé, le financement du secteur privé et avoir d'autres résultats. Ce système combiné d'approvisionnement groupé est utilisé pour avoir un programme national
qui cherche à être plus durable pour l'élimination à Ouzbékistan. Nous avons entendu de très bonnes nouvelles que le Fonds mondial cherche à augmenter ses fonds et qui sont dans ces combinaisons de fonds ou de financement, des vraies opportunités dans le secteur à Genève et essayer de le convaincre de travailler avec nous. C'est très important. Alors, merci beaucoup. Merci, Greg. Je crois que je vais remercier tous le panel, de ceux qui sont en ligne et tous les participants et l'audience, parce que nous avons dépassé un peu le moment, l'heure, et je vais conclure très rapidement avant de finir. Ce que vous avez entendu sur le financement et ce que nous avons parlé dans la précédente, il y a une diversité d'opportunités qui sont là. C'est vraiment trop large actuellement d'être à comprendre où est-ce que vous devez aller. Je dis toujours ces trois règles pour les fonds, pour capter des fonds, pour vous individuellement. Il faut le penser en région, dans le pays, à Genève. Le premier, c'est il faut se positionner soi-même. Connaître l'environnement dans lequel vous travaillez, et ce n'est pas une tâche facile. Le deuxième, vous n'allez pas dire quoi que ce soit. Trouvez le message correct. Numéro 3, vous devez savoir à qui vous devez parler. Si vous savez ces trois, vous allez être dans une étape dans laquelle vous allez avoir un bon succès. Ce n'est pas un problème de la manière dans laquelle nous faisons les différentes activités dans l'élimination de l'hépatite virale. C'est d'avoir les fonds. Et ils ne sont pas là, le financement n'est pas là. Et ce que nous avons déjà dit, cette semaine, la brèche est encore la même. De 10 ou 40 fois, le montant dans ce que nous avons aujourd'hui est nécessaire annuellement à 2030, d'ici 2030. Ce que j'ai dit lundi, et je veux le répéter maintenant pour conclure cette séance, soyez le plus professionnel dans la capture des fonds et dans votre activité technique. Je ne suis pas un médecin. Je travaille dans le système de santé, mais je ne comprends pas tout de comment éliminer l'hépatite virale. Mais je sais comment capter des fonds. Et ça, c'est mon équipe m'utilise pour cela. Merci. Je ne me trompe pas moi-même en étant un médecin. J'ai été appelé docteur, mais c'était je l'ai beaucoup aimé. Je connais les chiffres, c'est la seule chose qui reste. Et je crois que pour fermer la brèche, nous devons être beaucoup plus professionnels. Ça, c'est le principal message que je peux vous envoyer et je vous offre à vous tous de m'appeler ou de parler sur la capture de fonds pour l'hépatite. De nous qui travaillent dans la capture de fonds, nous allons vous aider et je ne vous promettrai jamais des quantités précises d'argent. Et j'ai parlé avec la personne de Cambodge. Il faut voir, nous devons lancer les opportunités. C'est comme ça devrait fonctionner. Je ne fais pas de fausses promesses, mais d'avoir l'argent dans votre compte pour pouvoir commencer à faire votre travail plus que ce que nous avons fait jusque-là pour pouvoir obtenir les ODG et atteindre les ODG. Merci beaucoup.